Bonsoir, soyez les bienvenus au Lexicopole Léo. Nous sommes très heureux de vous accueillir ce soir. Bonsoir Olivier, bonsoir Marie-Mé, Tigran l'Arménien, superbe livre. Olivier, Marie-Mé, je te passe la parole tout de suite. Tu vas nous présenter tout ça, tu vas nous présenter Olivier, le livre, et on va dialoguer avec toi Olivier. Merci beaucoup. Bon, alors bonsoir. Donc, je vais commencer par une brève lecture de 2 passages, 3 minutes à peu près et 3 minutes. Présenter l'intrigue, exposer l'intrigue de Tigran l'Arménien. Donc, ce livre ici, c'est le Vintage, la première édition. Pour que si des personnes qui ne l'ont pas lu se sentent, dans la conversation qui va suivre, aient des éléments. Et puis, très brièvement aussi, cette deuxième part devrait durer 5 minutes en tout, resituer l'écriture d'Olivier dans l'écriture contemporaine. Juste dire que ça, c'est Tigran Arménien et le 7e roman d'Olivier. Et que presque tous les romans, si je ne me trompe, mettent chaque fois en scène un élément du passé et un élément du présent. Et on peut même dire des éléments des passés et des éléments des présents. Voilà. Donc, voilà. Alors, premier passage qui se situe tout au début du livre. Arrivé juste avant le déjeuner, Thierry Arève-Tchadian, le commissaire européen aux consommateurs, à la santé et au multilinguisme, est quant à lui intervenu en début d'après-midi devant une assistance passablement éclaircie par la sieste et pour le reste quelque peu anesthésiée par le Châteauneuf du Pape 1966. Au demeurant, il s'est borné à rappeler que dans son article 49, le règlement européen sur les pesticides prohibe toute interdiction par un État membre d'une semence traitée dès lors qu'un autre l'a déjà autorisée. Si bien qu'un retrait ou même un moratoire provoquerait une plainte de la Commission devant la Cour de justice de l'Union européenne et que la France s'exposerait en conséquence à d'importantes sanctions financières. Robert Leblanc est bien placé pour le savoir. Mandaté par la Fédération patronale européenne des industries chimiques, il a bataillé ferme pendant plus de 2 ans pour que cet article soit introduit dans le règlement en 2009, puis validé par le Parlement européen. Combien de fonctionnaires régalés dans les meilleurs restaurants de Bruxelles ou arrosés d'une autre manière? Combien d'attachés parlementaires gratifiés pour avoir réussi à convaincre leur patron, craintif des réactions de l'opinion, d'approuver le texte? Il ne saurait le dire. En revanche, il se souvient parfaitement qu'il a dû financer un séminaire de 2 semaines organisé aux Seychelles par l'ONG spécialisée dans la lutte contre le changement climatique qui employait l'épouse d'un député néerlandais. Faire gracieusement le travail de lobbying nécessaire à l'obtention d'une appellation d'origine pour la Slivlovica, haute-vie de prune de la région de Louchenek en Slovaquie. Convaincre le patron de Match de consacrer un reportage à un élu français angoissé que son exil entre Strasbourg et Bruxelles ne lui coûte le secrétariat d'État qu'il espérait décrocher lors du prochain remaniement. Embaucher dans sa propre boîte le bon arien de neveu d'un digne parlementaire chrétien social autrichien qui s'était illustré lors du débat sur l'aide financière à la Grèce par la violence de ses propos contre la corruption et le népotisme régnant dans ce pays. Comme aujourd'hui, pour ces journées internationales de la biodiversité qui doivent avant tout conforter les fidélités et affiner les stratégies dans la période agitée qui s'annonce, Leblanc s'était alors vu ouvrir un crédit illimité. Les financements privés sont devenus
si indispensable aux universités qu'il n'a pas été très difficile de trouver une demi-douzaine de patrons de labos, tous invités à Baume, disposés à conduire en toute indépendance, bien entendu, les travaux qui permettront d'établir l'inanité des résultats obtenus par l'équipe de Montpellier. La manne qui va s'abattre sur eux dépasse si largement leurs besoins pour l'étude en question qu'elle va leur permettre d'engager ou de mener à terme celle que la diminution des crédits publics condamnait. Et puis il va falloir susciter des contre-feux dans les médias, rassurer l'opinion, bloquer les inévitables initiatives des populistes de tout poil en faveur d'un durcissement de la réglementation. Je coupe brièvement. Les cigales mènent une sarabande d'enfer. La vue sur la vallée d'Apt et les monts du Vaucluse incline à la contemplation. Par bouffées, la brise qui fait ondoyer le vélum blanc cassé enveloppe la terrasse du parfum des champs de lavande environnants. En bas, les barbouzes de la Pax et Securitas assurent une bienveillance discrète du domaine, dont la brigade de gendarmerie boucle les accès pour la durée des journées. Watch out, Thierry. Your lasses are undone. Oh, thanks a lot, Helmut. Attention, Thierry, votre lacet est défait. Ah, merci beaucoup, Helmut. Le commissaire européen pose son verre sur la balustrade. Mais à peine s'est-il agenouillé qu'Helmut, représentant de la 6e génération de Stolz, a dirigé l'empire industriel fondé en 1863, s'effondre sur lui, éclaboussant de sang son élégant complet d'alpaga beige clair. Là, on est au milieu du livre. On est ailleurs, dans une autre époque, un autre lieu. Ce jour-là, Ibrahim a été convaincu que pour sauver l'Empire, la foi du prophète et le peuple turc, il fallait éliminer tous ces traîtres, tous. Ce sera eux ou nous, a-t-il dit à son père en sortant de la salle. Et le lendemain, alors qu'il n'était pas encore mobilisable, il est allé au club ittihadiste où on l'a immédiatement engagé et versé dans les CT de l'organisation spéciale du docteur Sakir, dont le bon docteur Nedim est l'adjoint. À la prison de Malatya, Ibrahim a vite appris à torturer ses fumiers, à leur faire avouer où ils cachaient leurs armes, leurs économies aussi. Il y a vite pris du plaisir, sans compter qu'à chaque fois, lui et ses camarades ont gardé une petite part de l'argent. Puis, les premières caravanes sont arrivées. Mais à la mi-juillet, les autorités ont décidé qu'elles ne passeraient plus par Malatya. Trop de monde, trop de risques pour la santé de la population. Alors, le peloton d'Ibrahim a été envoyé à Firin-Silar. Ibrahim a vu des centaines, des milliers, des dizaines de milliers de ces chiens d'infidèles se déverser autour de Firin-Silar. On en a compté jusqu'à 100 000. Gérer de pareils flux n'est pas une mince affaire. Aussi, sous le contrôle de Resneli Bosnak Nazim Bey, l'organisation spéciale a-t-elle installé à Firin-Silar un centre de commandement local, un centre qui avait besoin d'un téléphone pour renseigner rapidement la direction nationale et recevoir ses instructions. C'est un bataillon du travail d'Arméniens de Malatya qui a abattu les arbres, qui les a équarris, qui a creusé les trous et planté les troncs devenus des poteaux entre Malatya et Firin-Silar, sous la surveillance du peloton d'Ibrahim. Fin juin, on avait fait savoir aux jeunes Arméniens, non encore mobilisables, que s'ils devançaient l'appel, leur famille serait dispensée de départ. Et quand le travail a été terminé, après le premier coup de fil reçu d'Istanbul par le Moudir, le représentant de l'État dans l'équivalent d'un canton, Ibrahim et son peloton ont été chargés de l'abattage.
On a rassemblé ces ordures à l'extérieur du village et les paysans du coin ont donné un coup de main. À la baïonnette, au coutelas, à la faux, à la hache. La direction de l'organisation a recommandé d'économiser les balles. Ibrahim s'est occupé en personne d'Ovhanes Vartanian, le fils aîné du concurrent de son père qui avait le même âge que lui. Ensuite, Ibrahim, les gars de ce peloton et les paysans du coin, tout couverts de sang, ont entassé les corps dans des charrettes et les ont jetés dans la Tomasey, la rivière qui coule vers l'Euphrate. Quelques jours plus tard, Ibrahim est rentré en permission à Malatya et s'est rendu chez les Vartanians. Vous reconnaissez cela ? Ibrahim n'avait pas oublié de délester Ovhanes de sa croix d'or. Voilà. Merci. Donc, l'intrigue. Ce sont donc deux frères d'origine arménienne, mais qui sont français. Tigrane et Thierry, deux frères presque ennemis. L'un, Tigrane, qui fait le titre du livre, est beaucoup plus ancré, je dirais, dans l'histoire ou sensiblement dans les paysages de sa famille, puisque c'est lui qui t'a hérité, enfin qui s'occupe plus et qui aime beaucoup plus aller dans l'île grecque d'Irémos, où il a hérité par son grand-père, dont je vais parler tout de suite, d'une maison. Donc ce sont les deux petits-fils de Bedros, leur grand-père, qui a été en fait sauvé par les hasards de l'histoire et du désir aussi, du génocide en 1915, le seul rescapé de toute sa famille. Et donc ça, c'est un premier fil de l'intrigue qui se développe autour de la recherche d'archives retrouvées, des documents de l'organisation spéciale qui aurait diligenté le génocide. En une phrase, le faux débat ou vrai débat, peu importe, étant que l'État turc n'a jamais reconnu ce génocide, faute, dit-il, de documents, de preuves, d'archives authentifiables ou authentifiées. Ce premier fil, je dirais, donc d'une lignée comme ça, va croiser d'autres fils plus en pointillés, comme l'histoire de la Grèce. On passe par Smyrne, on a Constantinople, on a aussi Thessalonique. Hein. Et puis évidemment la Grèce contemporaine, puisque Tigrane, dont je viens de dire qu'il était plus sensiblement attaché, quelque chose comme ça, par la Grèce, il a des amis en Grèce, il a vécu des choses dans la Grèce contemporaine. Et donc, à travers eux, on croise ce fil-là, et donc celui de l'Union européenne, qui réapparaît à travers son frère Thierry, qui a aussi comme prénom, un double prénom arménien, Misak, et qui, lui, est un politique de l'Union européenne, complètement impliqué, complètement dans l'idéologie et sans poser de questions. Ce qui ne l'empêche pas de rechercher aussi à acquérir des documents, etc., pour retrouver la vérité du génocide arménien. Et puis, je n'ai pas envie de dérouler tous ces fils parce que c'est long et puis ça, on ne va pas retenir. Je vais passer directement à resituer un peu cette intrigue. Donc la recherche de documents, mais à travers ça, on traverse des territoires, on est traversé par l'histoire aussi, par des personnages qui sont traversés par l'histoire, par des territoires, par toutes sortes de déplacements dans l'Europe, hein, parce qu'on passe par Vienne aussi à un moment donné. Bon. Alors, resituons comment on peut faire, Olivier, pour faire tenir tout ça en 300 pages. Parce qu'il y a énormément de choses, c'est quand même un petit miracle. Eh bien, et oui, il va nous le dire. Alors,
voilà, c'est une bonne question, mais je voudrais juste préciser juste trois choses. C'est que dans tous ces livres, il y a, enfin dans celui-là en particulier, il y a plusieurs registres. Il y a le roman policier, il y a le roman d'aventure, il y a le roman d'anticipation, il y a la comédie sentimentale, et puis il y a le conte aussi, la légende. Hein, quand on pense au Léviathan, à la médaille. Oui, voilà. oui. Alors à toi. Ce qui m'intéresse, c'est le mélange. Voilà. Donc dans mes romans, j'ai toujours aimé mélanger les genres. C'est-à-dire, j'ai toujours aimé me servir des codes des genres pour raconter une histoire et pour pour raconter le monde. C'est-à-dire que je ne suis pas un écrivain de l'intime. Je suis un écrivain qui essaye de rendre compte du vent de l'histoire et du vent du large. Alors ça vient probablement de ma formation, qui est une formation d'historien. Donc du coup, comme j'ai une formation d'historien et que je pense que les hommes ne se construisent dans ce qu'ils sont pas que, mais en grande partie par là d'où ils viennent, ça m'intéresse toujours de mettre en rapport le passé et le présent. Dans mon premier livre, il y avait la résistance grecque et le début de la guerre civile mêlés au récit d'un homme aujourd'hui retiré des affaires, etc. Dans le deuxième, il y avait la guerre civile grecque et les colonels mêlés à une intrigue contemporaine. Voilà. Et dans celui-là, j'ai essayé effectivement d'emmêler une intrigue contemporaine autour de pourquoi, comment l'État turc continue à nier l'évidence du génocide arménien. Mais évidemment, ce n'est pas un livre d'histoire. Donc il faut amener ça à travers une intrigue. Et ça m'amuse beaucoup toujours de créer une intrigue policière, de créer un suspense, parce que par l'intrigue policière et par le suspense, on arrive à accrocher le lecteur, à lui faire tourner les pages, et donc à l'amener ou à essayer de l'amener là où on veut l'amener. Donc si vous voulez, le policier n'est pas un policier en soi, mais c'est un policier pour accrocher et emmener le lecteur sur des chemins où je veux l'emmener. Et puis derrière, à faire découvrir aux Français d'aujourd'hui, alors ce que vous connaissez parce que vous vivez dans ce pays, mais qui est aussi la vie de ce pays aujourd'hui et de ce qu'il vit depuis une dizaine d'années aujourd'hui. Alors peut-être qu'il faut que je dise deux mots sur la genèse de ce bouquin. Tous mes bouquins naissent d'une révolte, d'un moment de grande colère. Il se trouve que quand on écrit des bouquins, on va dans les salons du livre. Et je me suis retrouvé dans un salon du livre dans l'arrière-pays de Nice, avec une copine d'origine arménienne qui écrit des romans historiques, qui s'appelle Marina de Deyan. Et on s'est retrouvés ensemble, vous savez, dans les salons littéraires, dans les salons du livre, il y a des cafés littéraires. Et donc on s'est retrouvés ensemble dans un café littéraire avec une dame française d'origine turque qui a nié le génocide arménien. Voilà, comme ça. Grand reporter au Nouvel Observateur, auteur il y a quelques années d'un best-seller, je ne vais pas dire son nom, mais... Et donc Marina qui avait un avion à prendre est partie de ce café littéraire et m'a dit « Je compte sur toi pour nous défendre ». C'est réussi. Voilà. Et donc j'ai défendu au café littéraire et puis
en prenant l'avion à Nice, je me suis dit, voilà, c'est pas possible. Cette négation, alors je le mets dans un certain nombre de dédicaces. Cette négation, c'est pour moi un deuxième martyre infligé aux victimes. Et ça m'est insupportable. Donc il faut que je trouve le moyen littéraire d'en parler, le moyen romanesque d'en parler. Alors c'est difficile, hein, parce que parler de massacre dans un roman, c'est pas quelque chose de facile. Alors il y a deux livres qui sont très parents pour moi, qui sont Le Château du Silence, qui est mon 3e livre, où j'ai parlé de la question des disparus de Chypre, à travers aussi une intrigue romanesque. Et donc il m'a fallu très longtemps pour trouver le moyen romanesque de parler de cette affaire, de parler de ce génocide. Parce que je n'écris pas un livre d'histoire. Il se trouve que j'écris aussi des livres d'histoire. Mais quand j'écris un roman, j'écris un roman. Donc il fallait trouver un moyen romanesque de mettre cette affaire-là, en scène romanesque. Donc ça a mûri, j'ai commencé à l'écrire. Et puis là-dessus, j'ai eu une commande de Gallimard pour un livre qui s'appelle La Grèce et les Balkans, que peut-être certains d'entre vous connaissent. Et donc pendant un moment, je me suis dit, je vais essayer d'écrire les deux en même temps. Je ferai une semaine le livre d'histoire, une semaine le roman. Puis très vite, voilà, je me suis dit non, c'est pas possible. Donc j'ai rangé mon Tigrane dans un tiroir, et il est resté dans un tiroir pendant 5 ans, puisqu'il m'a fallu 5 ans pour écrire la Grèce et les Balkans. Et puis au bout de 5 ans, je l'ai sorti du tiroir. Et naturellement, au bout de 5 ans, les choses avaient changé, Athènes avait changé, la Grèce avait changé, moi j'avais changé. Et donc, il a fallu que je reprenne ce livre. Donc, c'est un livre avec lequel je vis depuis 7 ans, 8 ans. Vous voyez, donc il a eu un long mûrissement. Et donc, il est, comme tu l'as montré dans les deux lectures, il entremêle deux fils. Un fil contemporain, dans lequel la Grèce joue un rôle important. Parce qu'une partie de l'intrigue, la récupération des documents se passe dans l'Athènes de la crise. Donc j'ai mis en scène cette Athènes de la crise. Et puis un fil historique où on suit la famille et où dans son élimination, si j'ose dire, mais d'une manière romanesque. Et puis où on suit Bédros, qui est le seul rescapé, qui va à Thessalonique, qui va ensuite du côté des Arméniens qui se battent avec les Russes jusqu'en 1917, et qui, après la guerre, fait partie d'un commando de vengeurs arméniens, parce que ce qu'on sait mal ou pas, c'est que les Alliés avaient promis de juger les responsables du génocide, que pour des raisons politiques, Lénine arrivant au pouvoir en Russie, la nécessité pour les Occidentaux d'installer un cordon sanitaire, l'alliance entre Kemal et Lénine dont il fallait détacher Kemal de Lénine, bref, on décide qu'on ne jugera pas ces responsables du génocide. Ce qui a des conséquences assez incalculables, parce que Hitler, en 1934, dit à ses généraux mais qui se souvient du génocide arménien? Donc vous pouvez y aller. L'effacement de la mémoire passe là-dessus. Et donc, les Arméniens, le parti majoritaire arménien, va décider d'envoyer des commandos à plusieurs endroits en Europe, notamment à Berlin et à Rome, qui vont descendre des responsables du génocide, les principaux responsables du génocide. Et donc, moi, mon Bédros devient un de ces vengeurs qui va aller descendre un responsable du génocide à Vienne. Donc, il y a aussi un petit côté
Monte Cristo. Oui, voilà, c'est qu'il y a un dans... entremêlement, excuse-moi, dans l'écriture, il y a un entremêlement entre des faits historiques et des scènes fictionnées, et c'est là que Olivier peut rentrer dans ces codes. Bon, alors par exemple, l'assassinat à Vienne du docteur Nedim, qui n'existe pas, mais l'autre existe, Sakir, mais l'adjoint à Sakir, le docteur Nedim, est assassiné dans des bains turcs à Vienne au moment d'une... Tout ça est écrit. En fait, moi, je pensais au style de certains romans policiers noirs des années 30, où on sent un par-dessus qui passe. Et ça va être un petit moment. Et puis, on va passer après dans un autre registre. Donc, il y a comme ça... Parce que la question, c'était comment tu fais pour entremêler tout. Donc, c'est des petites séquences comme ça qui, à l'intérieur, s'élargissent, nous invitent à beaucoup imaginer. On imagine beaucoup plus que ce qui est dit. Et quand tu disais aussi tout au début que ton écriture n'était pas dans l'intime, tu voulais dire pas dans ton intime explicite. Non, bien sûr. Mais moi, il y a une chose qui m'a frappée énormément aussi dans ton écriture, dans ton truc, tu vois ce que je veux dire? C'est comment tu nous mets la tête dans l'histoire et la géopolitique et les pieds dans le corps sensoriel. C'est-à-dire qu'on est sans arrêt dans les sensations, dans des odeurs. Tu donnes parfois même des recettes de cuisine. Des tissus, voilà. Et puis aussi dans le désir très, très concret, sexuel des héros parfois. Donc il se passe quand même énormément de choses. Mais voilà. Il y a plein de choses dans ce que tu dis qui me donnent envie de rebondir. J'ai écrit tout à l'heure une dédicace à Nectarios en lui disant, qui m'a dit qu'il était critique et traducteur de théâtre, que je pense, l'historien que je suis, pense profondément que la mise en roman, la mise en littérature, la fiction, mais c'est la même chose pour le théâtre, permet de dire des choses, permet de dire une vérité que l'historien ne peut pas dire. C'est-à-dire que moi, je suis profondément un historien, et que le roman me permet de dire des choses dont je suis persuadé sur l'histoire et que je ne peux pas dire comme historien, parce que la vérité que je donne, la vérité que je donne comme romancier, c'est une vérité ressentie et pas une vérité scientifique. Mais cette vérité ressentie, pour moi, elle est aussi vraie que la vérité scientifique. Et les deux sont les deux faces d'une même monnaie. Oui, alors justement, dans ce que tu défends, de cette autre perception du réel, on pourrait dire que dans notre Europe du Nord, dont tu dis souvent qu'elle est hémiplégique de son côté oriental, elle s'est justement développée, cette Europe du Nord, enfin ce Nord européen se développe dans une espèce de fétichisation de la raison pour la raison. J'avais un autre ami en Grèce, Alexandros, qui disait on a pris la philosophie sans les poètes et les tragiques. Et donc, c'est pas exactement ce qu'on disait, mais ça évoque ça. Et moi, je dis souvent que tes livres nous redonnent en fait des lunettes en 3D pour revoir notre histoire. Oui. C'est-à-dire de voir ce qu'il y a derrière le paysage, pas seulement de voir dans la glace, mais... Alors ça, c'est profondément un de mes buts d'écrivain. C'est-à-dire que là, tu touches un point essentiel. Je vais te répondre. Je vais te répondre il se trouve que j'ai écrit un long article il y a des années sur un peintre grec que vous connaissez probablement tous, qui s'appelle Tsaroukis, qui n'a cessé de dire qu'il était en tension permanente entre une tradition orientale et une tradition occidentale, entre le dessin et la couleur, Donc, et moi, d'abord, Tsaroukis, ça me touche profondément, et ça me touche aussi profondément par ce que tu as dit tout à l'heure, sur lequel je vais revenir, c'est-à-dire sur le corps et sur la sensualité, où il y a effectivement, pour moi, une tension fondamentale entre ce que je dis de l'histoire
et ce que j'essaye de faire sentir du rapport à la sensualité, au paysage, au goût, à la cuisine, à l'amour des garçons, puisque c'est mon orientation sexuelle, et que même si j'ai toujours des personnages féminins extrêmement forts, et je crois qu'il y en a dans ce livre, la gouvernante grecque de Bédros, qui le tire d'Istanbul et qui l'emmène à Thessalonique. C'est pour moi un personnage qui est extraordinairement sensuel aussi, et que j'ai pris un grand plaisir à écrire. Mais c'est vrai que mes personnages principaux sont souvent homosexuels. Alors, ce que j'ai remarqué, dans Tigrane, Alors, ce qui m'a intéressé beaucoup dans Tigrane... Le coming out de Tigrane est très intéressant. Comment il va... Oui, alors à la fin, mais ça... C'est toujours mon amour du mélange des genres. C'est-à-dire que j'essaye toujours de faire sourire ou rire. Il y a une chose à laquelle je crois profondément, c'est qu'il faut parler légèrement des choses graves. Ouais, en même temps, après tout et ce pas gravement des choses légères. Voilà. En même temps, et que, comme Nietzsche dit, le vrai péché, c'est le cul de plomb. Alors, en même temps, Olivier, quand ce coming out commence, enfin, il zone longtemps, mais quand il arrive, etc., on a déjà traversé tellement de choses que tellement plus, je veux dire, le génocide, les morts, les massacres, etc., que la question de l'orientation sexuelle et de comment ça va se dénouer, en fait, dans une comédie sentimentale, c'est juste, ça peut pas se dénouer autrement, parce que on peut pas, c'est pas la fin du monde. Hein. Non. Et donc, du coup, ça aussi, c'est très juste, c'est très délicat, c'est-à-dire que c'est un petit élément, mais c'est aussi des respirations dans le livre, c'est-à-dire que il y a des choses. Il y a des choses tellement dures à écrire. Je peux vous dire que quand je décris la déportation de la mère, enfin de la famille qui tombe au fur et à mesure, et à la fin il ne reste que la mère, de Trébizonde au désert de l'Euphrate, il y a des moments où, quand vous écrivez ça et où vous n'écrivez rien qui ne soit documenté, c'est-à-dire que toutes les horreurs que je mets en scène, elles sont... voilà. Mais vous ne pouvez pas parler de ça en permanence, parce que sinon, vous savez bien que le lecteur, il est comme vous. C'est-à-dire que moi, quand j'écris, il y avait des moments où physiquement, je n'en pouvais plus. Donc j'ai besoin aussi, et dans l'écriture, et je pense dans le lecteur, dans la lecture, d'ouvrir sur d'autres choses et de permettre des respirations, d'où ces allers-retours entre le passé et le présent, qui permettent en quelque sorte de détendre la tension qu'on a dans la lecture des chapitres historiques. Et alors ce livre, il est tout en tension. Pour moi, il est tout en tension. J'ai été interviewé... Il a été très, très bien reçu par la communauté arménienne en France. Les deux grands journaux franco-arméniens lui ont consacré des très belles critiques. Et j'ai été interviewé par un type qui s'appelle Tigran Yegavian, qui est un journaliste, et qui m'a dit, mais moi, ce qui m'a intéressé beaucoup dans ce livre, c'est le rapport du personnage à sa double identité, française et arménienne. C'est-à-dire comment le type de la deuxième, troisième génération, il est à la fois parfaitement français tout en restant arménien. Et il reste amoureux de sa femme tout en découvrant une autre forme de sensualité. Donc il y a en permanence tension entre... Il y a en permanence... Ce que j'ai essayé de donner, c'est en permanence la tension entre ces identités diverses. C'est-à-dire que je crois que profondément, aucun d'entre nous, on est fait d'un bloc. Voilà. On est fait de contradictions et on est fait de tensions entre ces contradictions. Et donc, dans la construction du personnage de Tigrane, c'est vraiment ce qui m'a beaucoup, beaucoup intéressé dans ce livre. Oui, disons que ça fait un suspense de second rang qui se déroule au fur et à mesure du suspense de premier rang. Mais en fait, le coming out, pour moi,
ne vient pas de façon automatique ou exactement parallèle, mais il vient en même temps que la résolution de l'énigme et des archives avance. C'est-à-dire qu'il y a aussi dans ce que tu disais tout au début, nous sommes profondément tissés de nos histoires passées, à mesure où il peut prendre en charge toute cette histoire par ses actes, en allant à Athènes, en participant un peu à une opération un peu particulière. Ça se dénoue, ça prend sa place, ça prend sa respiration, mais avec l'avancée du livre, ça reste dans la comédie sentimentale parce que justement, ce n'est pas si grave que ça. Et ça, je trouve ça très beau parce que c'est aussi à une époque où on a des tas de problèmes sur la reconnaissance de nos orientations, de nos diversités, de nos diverses identités, bref. De le donner à sentir et à lire. Parce que une des choses qui depuis que j'écris, m'ont fait écrire, c'est que j'en ai ras-le-bol d'entendre parler de l'homosexualité comme un douloureux problème, comme une question de droit, d'identité, machin et tout. Moi, je trouve que c'est quelque chose de joyeux. Que c'est une chance, que c'est une ouverture. Et donc, dans mes livres, il y a toujours cet aspect-là qui est un aspect parmi d'autres. Parce que, parce que ça se résume pas, une personne ne s'est jamais résumée à sa sexualité ou à un moment de sa sexualité. Et que je trouve que dans la littérature française, en tout cas, cet aspect-là, il est souvent traité d'une manière cul de plomb, d'une manière. Moi, j'essaye de traiter ça de manière légère, en montrant que c'est pas une question, grave. Enfin, si, c'est une question grave. Que c'est pas une question lourde forcément, et que c'est dans un individu, c'est un aspect parmi d'autres et pas forcément l'aspect le plus important de la vie d'un homme. Et donc cet aspect-là, c'est quelque chose on écrit toujours autour des mêmes choses. Un écrivain, c'est quelqu'un qui tourne autour des mêmes thèmes et qui fait des variations autour des mêmes thèmes qui l'intéressent et qui le font mouvoir en créant des histoires qui lui permettent de rendre compte de sa propre progression par rapport aux questions qu'il évoque. Mais on tourne toujours un peu autour des mêmes choses. Moi, au 7e roman, je me rends compte, quand je regarde, je me rends compte que Tigrane ressemble au Château du Silence, qu'il y a des questions qui me sont fondamentalement, comment dire, sur lesquelles ça m'émeut, quoi. Ça me fait bouger. Et donc, c'est autour de questions comme ça que j'écris. Et que s'organise un récit qui arrive à un moment donné parce qu'il y a des hasards qui font qu'on va s'intéresser à ce moment-là à ça plutôt qu'à ça. Mais fondamentalement, c'est toujours autour des mêmes thèmes qu'on tourne. Justement, revenons aussi à cette question de ce que j'appelais l'histoire en 3D, qui, à mon avis, un peu le nœud du problème historique que nous vivons. C'est-à-dire que même, j'ai écrit pas mal de trucs là, préparés, j'avais parlé
du dernier champ de bataille, c'est celui créé par l'Union européenne. Et même, j'en étais venue comme ça à penser que le style du roman d'aventure, qui est quand même, je sais pas, on peut le situer, Dumas, Gautier, c'est les moments où justement les empires, Napoléon, ou les rêves d'empire, l'Empire ottoman, les Habsbourg, etc., sont aussi dans des moments en train de vibrer, de remuer. Et alors aussi quelque chose que je trouve de particulièrement, enfin, d'intrigant, c'est que ce goût pour les empires à l'époque du 19e siècle, en fait, il est déjà kitsch, parce que ça arrive au moment de la révolution industrielle. Et donc, il y a dessous, il y a évidemment les révolutions, enfin, la poussée révolutionnaire ou les aspirations romantiques, démocratiques, etc. Mais il y a ces logiques impériales qui bloquent, hein. Mais elles ont les moyens de la révolution industrielle. C'est-à-dire, pour contrôler les masses, il y a les médias qui arrivent, il y a les nouveaux armements pour les guerres aussi, d'expansion ou de... On garde... Donc, en 1915, on est à fond là-dedans. C'est-à-dire que cette logique-là, elle est devenue... et en même temps, elle explose avec l'Empire ottoman. Le génocide arménien, c'est ce moment-là. Et en même temps, juste ce que je voulais dire, c'est que c'est logique impériale, en fait, c'est un rêve de grandeur antique. Il y a quelque chose comme ça. L'Empire, c'est, je sais pas, c'est Rome, quoi, pour moi. Puis Byzance. Les jeunes Turcs, jeunes Turcs essayent de sauver l'Empire. C'est-à-dire que... Mais alors, ils sont aussi dans une tension. C'est-à-dire qu'ils essayent de sauver l'Empire, mais ils veulent faire de l'Empire... qui, parce qu'il était un empire, était forcément multinational, avec des Arméniens, des Grecs, des Arabes, etc., ils veulent en faire un État des Turcs. C'est-à-dire qu'ils sont à la fois dans l'idée il faut conserver l'empire, et en même temps, dans tout ce qu'a apporté le 19e siècle, c'est-à-dire les nationalités. Et donc, le génocide arménien, c'est un peu, mais le génocide des Pontiques ou les massacres, des Grecs de la Thrace orientale ou de la façade égéenne, c'est la tentative de résoudre cette contradiction. Alors, je le mets en scène dans le début, puisque le roman commence en 1914, juste avant le début de la guerre, où il y a Opéra Palace à Istanbul, qui est le lieu symbolique du cosmopolitisme ottoman, hein, sous le regard bienveillant de l'ambassadeur américain Morgenthau, qui va être un grand sauveur d'Arméniens, et qui d'ailleurs ensuite va être à la tête de l'organisme qui va aider les Grecs chassés en 22-23 de l'organisation qui les reclasse en Grèce. Donc sous l'œil de Morgenthau, la discussion entre l'oncle Missak, qui va être une des premières victimes du génocide, puisqu'il est raflé à Istanbul le jour où commence le génocide, c'est-à-dire où on rafle tous les intellectuels et les notables de la communauté arménienne d'Istanbul. Et donc on assiste dans le livre à l'arrestation de l'oncle. Et alors l'oncle, lui, croit à l'Empire. C'est-à-dire que l'oncle, c'est pas un nationaliste arménien, c'est un homme de bonne volonté. Il croit que l'Empire peut devenir la patrie commune de toutes les nationalités qui sont dans l'Empire. Et il continue à y croire jusqu'au bout. Mais non, il n'est pas le seul. Mais
c'est ces hommes de bonne volonté qui sont broyés en général par l'histoire, qui n'entrent pas dans ces bons... Enfin, qui souvent ne laissent pas cette capacité à vivre ensemble l'emporter. Et donc il a lutté avec les jeunes Turcs au moment où les jeunes Turcs et les nationaux, les autres nationalités de l'Empire luttaient pour une libéralisation de l'Empire face à Abdulhamid, le despotisme du sultan. Et il se retrouve broyé par ses anciens ennemis, parce que ses anciens amis sont en fait pris dans cette contradiction qu'ils ne peuvent, s'ils veulent sauver l'Empire comme empire, il faut qu'ils donnent des droits aux minoritaires, mais ils ne veulent pas donner des droits aux minoritaires parce qu'ils pensent que s'ils donnent des droits aux minoritaires, l'Empire va disparaître. Oui, et donc, alors, on est vraiment dans cette disparition des empires qui sont incapables de trouver la manière de vivre ensemble. Alors après, je te redonne la parole, mais tu vois. Après, moi, je suis persuadé aujourd'hui qu'on a une vision irénique et idyllique des empires. C'est-à-dire que ce soit l'Empire russe, l'Empire austro-hongrois, l'Empire allemand, c'est un peu différent parce que c'était un empire national, ou l'Empire ottoman, je veux dire, ces empires n'ont jamais tenu que par la persécution des minorités. Que ce soit les pogroms en Russie, que ce soit la persécution des Slaves, Serbes, Tchèques, voire Croates, voire la tentative de réprimer l'émergence des Hongrois à l'intérieur de l'Empire austro-hongrois, ou que ce soit l'attitude de l'Empire ottoman vis-à-vis des minorités, ces États multinationaux ne pouvaient pas tenir par autre chose que par la contrainte et le massacre. Et donc l'idée de dire aujourd'hui ces empires étaient en fait des endroits sans frontières qui permettaient le vivre ensemble et qui étaient une préfiguration de notre Europe irénique, etc. Tout ça, à mon avis, c'est du pipeau. Et donc là, si tu veux, j'ai un oui, alors ça c'est. J'écris de quelque part. Oui, alors, mais ça c'est dans ton livre, on le sent très bien, mais ce n'est pas un livre à thèse ni un livre avec une version. Justement, c'est ça qui est très très réussi, c'est qu'on entre dans un point de vue, dans une perspective qui reste la tienne, avec laquelle on peut avoir des écarts ou des rapprochements, mais on n'est jamais devant quelqu'un qui nous professe quelque chose. On est beaucoup plus dans le jeu, dans la fantaisie, dans l'imaginaire, en fait, et en même temps qu'on se laisse comme ça dans ce jeu d'enfant presque, mais au sens où les enfants, quand ils jouent, c'est pour de vrai, c'est vrai, ils le vivent. Nous entraîne, et nous entraîne plutôt à nous interroger, quelle question, je ne sais pas, en tout cas à vivre avec, voilà, avec des images, avec des sensations, notamment des sensations de l'Europe de l'Est, du Levant aussi, de toutes ces régions qui sont, enfin pour moi, des régions... je suis anesthésiée, je ne connais pas en fait. Je suis peut-être passée quelques jours là-bas à Amman, mais je ne connais pas du tout, mais alors encore moins tout ce qui est la région, je dirais, enfin... les ponts, la Crimée, Trésibonde, où c'est, enfin, limite, je dois regarder 3 fois la carte sur Google pour savoir où va le livre et ça. Donc,
C'est pas, je pense que je sois particulièrement inculte ou c'est vrai, j'étais pas très intéressée par tout ça. C'est aussi que je viens d'une histoire française dans des écoles où en effet on enseigne l'histoire comme elle n'existe pas du tout, qu'il y a 2 guerres mondiales et non pas une, voilà, que les Balkans ça n'existe pas, on sait même pas où sont situés la Yougoslavie, enfin, tout ça. Bon. Et donc ça c'est quelque chose, je veux dire, Non, mais ça, si tu de veux, très précieux pour nous, que tu nous donnes. Mais après... je n'ai jamais cessé de dire ça dans tous les interviews que j'ai données après la Grèce et les Balkans, que l'Europe occidentale était hémiplégique, c'est-à-dire que son Orient n'existe pas. Ça explique d'ailleurs le traitement qui a été infligé à la Grèce, qui a été d'une violence extraordinaire. Et on voit bien aujourd'hui qu'avec l'Italie, même avec le Portugal, on n'a pas fait la même chose. C'est-à-dire que l'idée que cette Europe-là n'est pas vraiment européenne, c'est un truc qui est fondamental dans l'idée, dans la psychologie de l'Europe catholico-protestante du Saint-Empire romain germanique. Qui est un faux Saint-Empire. Oui. Parce qu'il n'a rien de romain. On ne sait pas pourquoi il s'appelait romain. Non, mais c'est vrai. Aix-la-Chapelle, il est saint, peut-être, germanique s'il le veut, mais romain, on ne voit pas. Puisque tu expliques, tu dis que même les insignes de l'Empire romain ont été renvoyés à Constantinople, que les barbares n'en ont même pas voulu les toucher dans la Grèce et les Balkans. Du coup, je me perdais. Oui, mais ça y est, voilà, je me suis retrouvée sur voilà, alors pourquoi un empire massacre ses minorités, mais aussi pourquoi, je dirais, sous l'empire de l'Union européenne, mais presque dans l'empire de l'Union européenne, on pourrait dire, on a massacré, on nous massacre d'une autre manière. Enfin, il y a pas mal de petites choses comme ça. On peut aussi entendre avec le suicide du personnage incroyable de Fotini, l'effet de la crise entre guillemets, infligée à la Grèce, c'est aussi des suicides, des morts, des maladies, etc. C'est aussi une autre forme. Mais alors, attends, je finis parce que je suis très longue, mais tu évoques dans ton livre que les nationalistes turcs, en fait, les Turcs disaient qu'il fallait supprimer, anéantir ces chiens d'infidèles, etc., parce que c'était eux qui pourrissaient, qui rendaient malades, qui était la cause en fait des problèmes de l'Empire. Donc voilà, c'est pour ça que je fais le parallèle. Il y a toujours la minorité est la cause. Il y a toujours l'histoire du bouc émissaire. Voilà, si on massacre les Arméniens, c'est qu'il faut trouver à un moment un bouc émissaire pour l'échec de la construction politique que les jeunes Turcs ont tenté. Cette construction politique est en échec, et à ce moment-là, il faut trouver un bouc émissaire. Là, bon, alors je dis à plusieurs reprises, parce que il ne faut pas faire des parallèles excessifs, que naturellement la situation de la Grèce n'a rien à voir avec ce que les Arméniens ont subi, que ça n'a rien de commun, c'est pas la même chose, etc. Mais ce qui est commun, c'est l'affaire du bouc émissaire. C'est-à-dire que ce qu'on a dit en 2009-2010, c'est que s'il y avait un échec, c'était parce que les Grecs étaient ceci, cela, qui faisaient qu'ils étaient voleurs, menteurs, fainéants, etc., etc. Et ça a été martelé. Il n'y a pas eu les mêmes conséquences derrière, mais l'échec de la construction européenne, elle a, parce qu'elle est en échec, elle a provoqué tout à fait classiquement ce réflexe de bouc émissaire, de recherche de bouc émissaire. Maintenant, je voudrais... mais ça, si tu veux, là je voudrais parler du personnage de Fotini, parce que dans l'écriture d'un roman, il y a des moments où on n'est plus soi totalement. Alors, quasiment dans chacun de mes romans, il y a des moments où, comment je vais vous dire ça sans
sans forcer le trait, où on ne se sent plus totalement seul maître de sa plume. C'est-à-dire où on engage quelque chose dans l'écriture, on crée un personnage, et où tout d'un coup, il y a des choses qui s'imposent à vous. Une petite transe. Oui, alors... Et le passage du suicide de Fotini, de l'épisode Fotini, alors il faut peut-être dire, hein, Tigrane rencontre une vieille copine, il revient à Athènes dans cette affaire, dans le cadre de cette intrigue policière, et il retrouve une vieille copine qui s'appelle Fotini, dont il se rend. C'est marrant parce que je suis allé traîner au hall de la rue Atinas et donc ils mangent ensemble dans le restaurant l'Epiros qui est à l'intérieur des halles, et il se rend compte tout d'un coup qu'elle est affamée, qu'elle mange. Elle ne la reconnaît pas, elle a beaucoup changé. Elle a beaucoup changé, elle a beaucoup maigri, ça. Et puis petit à petit, il découvre qu'elle ne peut plus manger à sa faim. Parce qu'elle a perdu son mari, parce qu'elle a plus de boulot, parce qu'elle est devenue diabétique, etc. Et puis qu'elle a peur de devenir aveugle, etc. Et ils ont une nuit d'amour ensemble, et puis derrière, elle se suicide. Et donc, il y a dans cet épisode-là que j'ai commencé à écrire, il y a eu tout d'un coup une logique qui s'est imposée à moi, et qui fait que j'ai eu l'impression que c'est elle qui me dictait le... Alors, je connais pas de Fotini, mais en même temps, voilà, je connais des gens à Nisyros, où j'habite, qui peuvent plus se soigner, qui peuvent plus aller à l'hôpital, qui sont morts il y a 2 ans quand je suis revenu pendant 1 semaine, je n'ai entendu que ma cousine est morte, ma grand-mère est morte, ma associée. Bon, et donc j'ai commencé à écrire ça. Et une fois commencé à écrire ça, il y a un moment où je me suis dit, je ne suis plus totalement maître de ce que j'écris. Ça vient aussi de ce qu'on disait tout à l'heure sur la tension entre la raison et le sentiment, et sur les vérités qui sont plus vraies que les vérités raisonnables. Voilà. Mais c'est des moments dans la vie d'un romancier qui sont extrêmement forts. Et donc ce passage-là, je l'ai écrit effectivement. Quand on écrit ça, on a la chair de poule, quoi. C'est-à-dire qu'on se dit, qu'est-ce que je suis en train d'écrire ? Et alors, l'expérience, dans ce livre-là, l'expérience a été un peu des deux côtés. C'est-à-dire que quand j'écrivais aussi l'Odyssée vers la mort de la mère, il y avait aussi des moments, il y a eu aussi dans l'écriture des moments comme ça. Voilà. Donc c'est un livre qui m'est très cher pour ça aussi, pour ces moments-là de moi dans l'écriture. Après, voilà, il est reçu comme il est reçu par les gens qui le lisent, mais pour moi, ça restera une expérience d'écriture tout à fait exceptionnelle, enfin, d'une grande force, parce qu'il y a eu ces moments-là dans l'écriture. Ouais, on sent aussi que, en effet, maintenant je comprends. En fait, tu as écrit sur un long temps. C'est-à-dire qu'il y a des sédimentations, de même qu'à l'intérieur du livre, il y a beaucoup de strass, de sédiments de l'histoire et des histoires. Il y a aussi dans l'écriture ces différentes strates, et donc voilà, il n'y a pas de mystère dans l'écriture, en fait. Le temps est... Voilà. Je sais pas... Je suis incapable d'écrire un livre par an. Ouais. Je ne sais pas comment je ne sais pas comment font les romanciers qui sortent un livre à chaque rentrée littéraire. Je ne sais pas. En tout cas, moi, je ne peux pas.
Non, non, non. Mais je sais pas, on a déjà évoqué pas mal de choses, on n'a pas résolu les choses, mais ça c'est pas l'enjeu ni le moment. Mais je sais pas on peut discuter à l'infini, mais peut-être. Peut-être on peut échanger. On peut échanger, hein. Je pense que la salle. C'est le moment juste. Ceux qui l'ont lu ou ceux qui sont qui veulent. Qui sont près de J'ai eu la chance de lire la première version, si on peut dire comme ça, avant tout ces problèmes d'éditeurs qui ont été en sédiment supplémentaire. Oui. Cette séance, on espérait l'avoir il y a une année. Donc le livre, je l'ai lu, ça fait plus qu'une année, donc je ne l'ai pas autant en tête, mais quand on en a parlé, il y avait des flashs qui revenaient. Moi, je trouve très intéressant ce mélange du passé et du présent. Ce qui me frappe aujourd'hui, il y a Aznavour qui vient de décéder. Il y a cette histoire avec la Macédoine, ou aussi ex-empire yougoslave, si on peut dire comme ça, qui se désintègre en nationalité. Il y a des votations ces jours en Bosnie-Herzégovine. Qui me viennent à l'esprit en pensant à ce qui s'est passé avec les loups-gris, avec les jeunes Turcs et tout ça. Cette volonté des puissants, que ce soit européens, comme c'est au début du livre, là justement, de vouloir tout maîtriser, et puis en face des individus. Et ces individus, c'est eux qui font l'histoire. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'il y a le panorama historique passé et présent, mais il y a ces individus qui créent leur histoire petit à petit. Et là, on peut se retrouver, parce que nous, on ne va pas faire l'histoire, les grands titres, mais comment nous, en tant qu'individus, on a notre place, etc. Et là, je trouve que tu es très bien dans tous tes livres, et même dans tes pamphlets. Parce que les raisons pour quitter l'Europe, pour que je n'ai pas eu le concours, on sent qu'il y a quelque chose que tu y mets de toi-même. Ce n'est pas simplement de la théorie, mais c'est une personne. Voilà, je ne vais pas faire plus long. Fondamentalement, le roman, c'est de l'humain, quoi. Donc, alors, c'est tout le problème quand on écrit avec de l'histoire. C'est de pas faire de cours d'histoire, c'est-à-dire c'est de mettre de la chair dans tout ça et de faire que ce soit. Oui, on n'est pas dans le roman historique. Bah moi, non. Je me sens pas dans un roman historique. Alors c'est marrant parce que on est vraiment dans un roman contemporain. Je suis en train d'écrire mon premier vrai roman historique, c'est-à-dire que je me suis dit qu'il y a depuis 7 romans, enfin il y en a 6, où je mélange l'histoire et le voilà. Et là, je me suis dit, il y a un moment où il faut que je me colte avec ce genre-là. Je veux pas me comparer à le réalisateur de films. Orange Mécanique. Kubrick, mais c'est un peu un modèle pour moi. C'est-à-dire que Kubrick, à chaque fois qu'il faisait un film, c'était un film complètement différent parce qu'il se coltait à un genre. Qui détournait, qui l'utilisait, etc. Et cette idée-là, pour moi, c'est une idée que j'aime beaucoup. Et donc là, je me suis dit, maintenant, il faut que j'y aille, quoi. Faut que je fasse un vrai roman historique. Donc hier, j'étais à Salamine, parce que voilà, ça va être autour de Thémistocle. Je suis là-dedans maintenant. Mais c'est vrai que ces romans-là ne sont pas des romans historiques. C'est des romans où il y a de l'histoire, mais où l'histoire n'est qu'une
pas que, est une patte. Et c'est une patte humaine. C'est-à-dire que tout le travail, c'est effectivement... alors je fais un travail de documentation, hein, comme quand j'écris un livre d'histoire. C'est-à-dire que tout ce que je raconte dans la déportation de la famille Arefchadian, il n'y a pas un truc qui n'est pas documenté. C'est-à-dire que c'est des témoignages, etc. Les endroits où ils passent sont des vrais endroits. Ce qui se passe, c'est... voilà. Donc, mais en même temps, c'est l'humain qui l'emporte, quoi. Ouais. Disons que c'est tourné en décor en extérieur. Oui. Mais ouais. Mais c'est vrai que c'est ça qui m'intéresse, c'est donner vie à des personnages et de mettre des personnages dans ces grands vents de l'histoire où tout d'un coup ils peuvent être le grain de sable en même temps. C'est-à-dire que, voilà. Non, mais je dirais que parce que je lis beaucoup de littérature contemporaine française, malheureusement que française. Mais la question du personnage et du roman, le roman est très en vogue en France, et la littérature de l'intime, pas du tout. C'est-à-dire, c'est vraiment le repoussoir. Et il y a beaucoup de gens qui écrivent avec des personnages. Sur les attentats de 2013, il y a des gens qui commencent un récit avec un jeu, mais c'est une fiction. Ce qui fait quelque chose, enfin, à mon avis... Il y a moyen quand même de te situer dans cette littérature à un endroit, en fait, qui les rend tous un petit peu anecdotiques. C'est que moi, j'ai l'impression qu'il y a chez toi un kaléidoscope et qu'on est en 3 dimensions et qu'on est dans cette autre littérature parfois. Bien, c'est pas parce que les auteurs cher, on n'essaye pas de... Mais c'est parce qu'il leur manque... C'est pas le fait qu'ils soient mauvais, c'est parce qu'il leur manque la 3e dimension pour qu'on puisse partager quelque chose, comme tu disais, les vents de l'histoire, les souffles, les choses comme ça. Donc, c'est pas... En fait, on est dans une histoire contemporaine qui est en fait beaucoup plus influencée qu'on le pense par les vieux vents violents du passé. Et que s'ils ne sont pas évoqués à un moment donné par le travail, comme à l'instar du travail que tu fais dans la littérature, il nous manque quelque chose. Donc là, voilà. Est-ce qu'il y aurait d'autres... Ah, alors ça c'est très étrange parce que en fait moi je peux pas commencer, on a tous des rites, hein. Moi je peux pas commencer un roman tant que je sais pas comment tout le monde va s'appeler. Ah oui, ça c'est une question de musique. Et alors, donc je fais mes petits crobards, et puis alors il faut que je sache quand ils sont nés, quel âge ils ont, quel rapport ils ont. Donc il y a tout un squelette en fait. Et alors dans ce squelette, le prénom, pour moi c'est fondamental. Tigrane, il pouvait pas s'appeler autrement. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à penser à ce livre, etc., j'ai regardé un peu voilà, les prénoms typiques arméniens. Et Tigrane, immédiatement, ça m'a provoqué... Boum, c'était le tigre, c'était... Ouais. Voilà, donc sa femme et son amant, d'un côté et de l'autre, l'appellent tous les deux mon tigre. Mais bon, c'était un truc, c'est venu immédiatement, quoi. Donc, et alors, je dis ça souvent, c'est-à-dire que pour moi, le prénom va donner des caractéristiques psychologiques aux
au personnage. Puis alors là, en plus, il y avait un truc fondamental dans les prénoms, c'est que les deux frères ont tous les deux un prénom arménien et un prénom français, comme c'est souvent dans les familles franco-arméniennes. Et en fait, ça, je ne le savais pas, moi, au début. Ça m'a semblé évident que l'enracinement exigeait qu'on transmette les prénoms de l'identité d'origine, et qu'en même temps, la volonté farouche des Arméniens de s'intégrer dans la société française quand ils sont arrivés faisait qu'on a donné aux gamins des prénoms français. Et donc j'ai tout un jeu autour de ces prénoms, c'est-à-dire qu'ils ont un premier prénom français. Je suis allé revoir tout à l'heure, parce que du coup, Tigrane, je ne me rappelais même pas le prénom français que je lui avais donné. Et moi non plus. Il s'appelle Bruno. Ah oui, c'est vrai. Je dois le dire. Ben oui, mais le contraste entre les deux était vachement important. C'est-à-dire un prénom français. Il n'y a pas de Bruno ici. Non, mais c'est pas ça. C'est mais, que... et à côté, Tigrane, qui est un prénom royal. Et c'est en même temps comment tu poses ces personnages, parce que Thierry, il existe plutôt avec son prénom français. Alors, voilà. Et alors donc, Tigrane choisit de porter son prénom arménien. Et à la génération suivante, lui qui a reçu comme premier prénom un prénom français et comme deuxième prénom un prénom arménien, qu'il a choisi de mettre en premier. Mais c'est un choix volontaire à un moment de sa vie. Il faut dire qu'il a été à un moment à la limite du terrorisme avec la Sala quand il était jeune, parce qu'il a 50 ans dans le bouquin. Et donc, et son frère, lui, qui est commissaire européen, machin, a choisi de garder son premier prénom français, et donc son deuxième prénom, son prénom arménien, passe totalement à l'arrière-plan. Donc du coup, c'est Tigrane et Thierry, parce qu'ils ont fait un choix de vie et un choix de rapport à leur identité première totalement différents l'un de l'autre. Donc cette affaire de prénom, elle est fondamentale. Et en plus, je dis qu'à la génération suivante, Tigrane et sa femme, qui est française quoi, pas sans autre enracinement, qu'ils ont choisi à la génération suivante de donner le premier prénom arménien. Donc, ça a été très important pour moi, cette histoire de prénom. C'est toujours important, mais dans ce livre-là, il y avait un jeu très, très significatif pour moi dans le baptême des personnages et dans l'usage qu'ils ont du nom. Donc vous avez mis le doigt sur une question importante. Et le gamin, son fils, à lui, qui en fait va à la fin... Ah oui, l'ado l'ado, j'ai pris un plaisir fou à écrire ce personnage. Voilà, là, j'étais dans quand j'écris Fotini, je suis dans la douleur. Mais quand j'ai écrit Yeznik... mais il ne faut pas que tu dévoiles tout. Non, mais il s'appelle... La traduction, c'est Jeune Taureau. Oui. Voilà, et donc, et j'ai pris un plaisir fou à écrire ce personnage de gamin qui est totalement assumé. Voilà. Il dit à son père c'est pas grave. Non, moi, je brûle de dire les dénouements, mais je ne le dis pas. Non. Voilà, parce que ça fait partie du secret de la lecture. Mais il me plaît beaucoup, Yeznik. Oui. J'étais très content de l'avoir créé comme je l'ai créé. Parce qu'il y a un rapport affectif aussi avec qui se développe avec ces personnages. On vit avec quand même, quoi. Et on sent que ta famille est vaste. Hein. Tous tes personnages, de livre en livre. Ah oui, non mais voilà, c'est sûr que je suis pas. Mais à chaque fois, je me dis, je pourrais faire 3 livres avec un.
Ça serait plus économe, hein, mais je ne suis pas économe. Enfin, en littérature, en tout cas. D'autres questions, d'autres interventions? Oui. Ah oui, c'est-à-dire que bah, en gros, je vous dis, je peux pas commencer un livre sans savoir comment il finit. Donc je sais d'où je pars, je sais où j'arrive. Et le premier truc, c'est de baptiser les personnages et de leur construire, de construire les jalons de leur vie. Et puis alors après, entre le point d'arrivée et entre le point de départ et le point d'arrivée, j'ai des jalons, c'est-à-dire que je sais que qu'il va y avoir ça, il va y avoir ça. Donc là, je savais que je voulais parler de Thessalonique entre 1912 et 1915. Voilà. Je savais que je voulais. Je savais parce que j'avais lu avant que je voulais qu'il soit un des vengeurs de cette opération Némésis qui élimine les responsables du génocide. Donc j'avais un certain nombre de points de passage. Mais alors après, les personnages, ils prennent leur épaisseur propre. Et donc il y a des moments où on ne peut pas leur faire faire ou leur faire dire ce qu'on avait prévu parce qu'ils ont pris leur autonomie. Donc ça colle plus avec ce qu'ils sont devenus au fil de l'écriture. Ils ont pris une épaisseur et ils sont plus malléables totalement. Bien sûr qu'ils le sont, mais plus totalement. Et donc, et en même temps, on est à des moments des carrefours d'écriture où ils ont pris une logique propre et où donc on va se dire, ah ben oui, mais tel que je l'ai construit, dans cette situation-là, il devient logique qu'il fasse ça que je n'avais pas prévu au départ. Et donc du coup, il y a comme ça toute une série de bifurcations, de méandres qui font je vais pas dire qui vous échappent parce que c'est pas vrai. On reste le maître du jeu, mais ils prennent une épaisseur et des logiques qui font qu'ils sont plus tout à fait malléables. Ils imposent une partie de leur logique d'action, de la logique qu'on leur a soi-même donnée, mais on ne peut pas les faire aller contre la nature qu'on leur a donnée, quoi. Donc il y a un jeu qui est très très intéressant, puis qui est parfois surprenant en fait quand on écrit. Bon, je n'ai pas lu le livre bien sûr, mais je suppose qu'il y a les gens se parlent, enfin il y a des... Bon, donc, obligatoirement, ils ont un nom. On peut pas écrire si les gens n'ont pas déjà un nom. Donc, c'est déjà dans l'idée d'écrire un livre où il y a des personnages qui vont forcément se parler, ils vont faire des conversations, ils vont réagir, on va parler, un tel a fait ceci, l'autre a fait cela, donc on va dire un tel, un autre. Forcément, donc je pense que l'histoire des noms, c'est comme une sorte de naissance, en fait. Oui. Et à partir de là,
Ensuite viendront d'autres personnes et tout ça. Mais en plus, quand on avance dans n'importe quel livre, il y a forcément tout d'un coup, parce que quand on écrit, on n'est pas là, on est dans un autre monde. Il y a des choses qui nous entraînent d'elles-mêmes, qu'on veuille pas, même si on est maître, mais on est maître en partie. À un moment, ce sont nos personnages qui nous emmènent. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Ah oui, je suis totalement d'accord. Mais ce que vous dites sur le dialogue, c'est très vrai. Moi, j'aime beaucoup écrire les dialogues. Donc, mais le théâtre me tente, mais j'ose pas. J'ose pas. C'est un truc. Je pense que je passerai jamais le pas. Mais souvent, je me dis, allez, là, je fais un chapitre entièrement dialogué. C'est-à-dire que je veux que tout passe par le dialogue. Donc ça, j'aime vraiment beaucoup ça. Et c'est vrai que dans un dialogue, le personnage tel qu'on l'a construit, il n'emploie pas les mêmes mots, il n'emploie pas les mêmes expressions, il n'emploie pas la même syntaxe. Je veux dire, Yeznik, il ne parle pas comme son père. Voilà, donc si vous avez deux personnages qui ont 30 ans de différence, bah, vous ne pouvez pas les faire parler de la même manière. Donc il y a tout un travail autour de ça, moi, qui m'intéresse beaucoup et que j'aime beaucoup. Enfin, faut dire que c'est un plaisir d'écrire, quoi. Je veux dire, moi, je vais pas faire le truc de l'écrivain qui peine sur sa page. Écrivain tourmenté. Tourmenté dans la douleur. Non, on est tourmenté au moment de l'édition, comme tu disais tout à l'heure. C'est-à-dire que ce bouquin, il est sorti à la différence en juin 2017 et j'étais ravi qu'il sorte dans cette belle maison qui avait un superbe catalogue. Et 2 mois après, la maison a été mise en liquidation judiciaire. Donc, si vous voulez, c'est un choc. Voilà. Là, c'est une vraie douleur. D'autant plus pour ce livre-là qu'il m'était particulièrement cher par son sujet et par ce qui m'a fait l'écrire. Donc on le ressort là en poche chez l'éditeur de mes précédents romans, que je remercie parce qu'il a sauvé l'existence de ce livre. Mais c'est vrai que moi je suis un écrivain du plaisir, c'est-à-dire que j'aime écrire le plaisir de vivre, le plaisir de manger, le plaisir de sentir les odeurs du maquis, ce que tu disais tout à l'heure, la sensualité de cette Méditerranée orientale que nous aimons tous, enfin, je veux dire, ici en tout cas. Voilà, moi quand je me retrouve à Nisyros, chez moi dans le Dodécanèse, je n'en peux plus de plaisir de sentir la sarriette et que j'essaye de rendre ça dans mes livres, et que comme j'écris beaucoup là-bas, je veux dire, c'est vrai que mon écriture, elle est aussi très liée au plaisir d'être là. Vous parlez du nom des personnages, mais je peux parler du nom des îles aussi. C'est-à-dire que dans tous mes livres, ou quasiment tous mes livres, il y a une île qui ressemble vaguement à la tienne, à celle qui m'a élu, ou le contraire. Et à chaque fois, elle a un nom différent. Et là, elle s'appelle Iremos. Et c'est vrai que c'est l'endroit où on retrouve la sérénité. Donc le baptême des endroits et le prénom des endroits est aussi important. Bon, merci.
Alors, on applaudit. Merci Olivier, merci Marie-Mé. Quand même, parce que j'ai commencé sans vous remercier, moi je veux vous remercier de m'accueillir Tout le plaisir une fois encore ici, voilà, et dans votre belle librairie. Nous allons prendre un petit verre de vin maintenant et puis place aux dédicaces. Mais vous me permettez une petite note personnelle pour cette soirée. Je voudrais, au nom de tout le Lexicopoléo et moi-même personnellement, envoyer mes plus tendres pensées à la famille de Hélène Golfidi, que nous avons perdue hier soir, une amie très chère qui va nous manquer beaucoup. Et je remercie tous les amis qui sont très tristes et qui sont quand même venus, preuve qu'ils t'aiment vraiment beaucoup, Olivier. Et vraiment, merci d'être là. Allez, on va boire un petit verre de vin. Merci. Merci à tous.